Bon, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là ce soir pour parler d'intersectionnalité. On va faire un petit tour de table pour présenter déjà nos intervenants et nos intervenantes. Faisal Mohamed Ma à ma droite. Tu es suisse d'origine somalienne, responsabilité dans une entreprise de cosmétiques. Et puis tu fais partie d'une association qui s'appelle AVIF, qui vient en aide aux personnes issues des minorités dans différents domaines, et également membre du collectif pour la mémoire à l'initiative de la pétition sur le déboulement de la statue de David de Purie. Bonsoir, bienvenue. Alors, Chantal Neuhaus, tu es afrodescendante malienne et suissesse, née à Bienne. Tu vis actuellement à Nyon. Tu es ambulancière et militante afroféministe, cofondatrice du collectif afroféministe Amani, basé à Nyon. Bonsoir, bienvenue. Et puis Teddy, tu es une personne noire, X, transmasculine, genderqueer, engagée dans la scène militante queer et afrodescendante suisse romande. Récemment, Teddy, tu as rejoint le groupe de travail de la bibliothèque de Vevey dédié aux questions LGBTQIA+. Et du coup, tu es en partie responsable pour ce super programme. Bienvenue. Les pronoms, je vais commencer par toi, Teddy. Donc, tu utilises le pronom elle et puis les accords au masculin. Toi, Chantal, elle, accord au féminin. Et puis, on dit il et lui. Et les accords au masculin pour Faisal. Ouais, j'aime pas du tout la langue française pour ça. Je suis anglophone. Et j'ai critiqué la langue française pendant longtemps pour ça. Il n'y a aucune neutralité. Donc voilà. Alors, pour commencer, je voulais juste partager en fait quelques mots sur l'importance de parler en fait d'intersectionnalité ce soir. C'est quelque chose en fait auquel j'ai été souvent confrontée quand j'ai commencé à travailler sur l'organisation que j'ai récemment développée parce que à la base on voulait s'intéresser au racisme systémique. Puis c'est vrai que souvent je suis confrontée par des remarques qui sont souvent pas très développées en termes de réflexion, mais on me fait souvent la remarque oui mais il y a pas que les noirs, il y a aussi des personnes handicapées qui souffrent, etc. Puis souvent j'ai tendance à vouloir refocaliser le débat sur la question du racisme systémique et de pourquoi est-ce qu'on isole en fait cette question d'expérience noire et comment ça affecte en fait les chances et les opportunités. Mais je pense qu'il y a quelque chose un peu de sous-jacent là-dedans, c'est qu'au final, la seule chose qui malheureusement en fait réunit vraiment la communauté afrodescendante, au final c'est un peu le racisme et la perception des personnes afrodescendantes, et au final dedans il y a toute une diversité de personnes, d'individus qui en font partie et puis en fait qui font face à des problématiques qui sont massivement diverses, et je pense que d'où l'importance de parler d'intersectionnalité et surtout aussi des fois de racisme systémique, parce que ça met beaucoup plus en lumière les divers enjeux selon les populations. Et à citer quelques exemples, donc si vous êtes par exemple un homme noir, vous avez beaucoup plus de chances de subir des violences policières, mais si vous êtes un homme noir issu de la migration, vos chances elles explosent, et si vous êtes en situation d'irrégularité, là vous avez touché le jackpot des statistiques des violences policières. Et puis pareil, si on va dans un autre exemple qui est les violences sexuelles, si vous êtes une femme afrodescendante, vous avez plus de chances de subir des abus sexuels. Mais si vous êtes une femme transgenre afrodescendante, non seulement vous avez plus de chances de subir des abus sexuels, mais vous avez aussi beaucoup plus de chances même d'être tuée dans plein de parties du monde. Donc en fait, la question de l'intersectionnalité, elle est significative parce qu'elle touche à une diversité d'enjeux, et puis qu'on a tendance à souvent voir la question de l'afrodescendante comme une espèce d'expérience unifiée et uniforme. Et puis du coup, dans les milieux militantistes, c'est vrai qu'il y a la question comment est-ce qu'on intègre au mieux ces différences tout en
perdons pas le focus sur le fait qu'on a un objectif commun qui est de lutter contre l'inégalité et le racisme. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à mes intervenants et mes intervenantes. Est-ce que, pour commencer ce tour de table, est-ce qu'on pourrait déjà commencer à donner chacune une définition de l'intersectionnalité selon votre expérience et selon vos connaissances? Par qui est-ce que je commence? En fait, en travaillant sur la question et notamment sur le mouvement de l'afroféminisme, en fait, on voit en fait que de par leurs expériences et les doubles oppressions, voire triples, voire quadruples oppressions que devaient supporter les femmes noires américaines dans les années 70 notamment, enfin déjà bien avant, mais dans les années 70, quand les collectifs ont commencé à s'organiser, en fait, elles étaient tout à fait conscientes en fait, qu'elles vivaient des oppressions qui étaient bien différentes et qui se mélangeaient et se croisaient à certains moments. Donc là, je pense en fait à la Combahee River Collective, qui était un collectif afroféministe new-yorkais de femmes noires et lesbiennes. Et donc elles étaient de situations parfois précaires, et donc elles étaient très conscientes en fait de ces discriminations là qui s'opéraient, et même si en fait elles n'ont pas encore donné la définition d'une intersectionnalité, ou n'ont pas encore nommé l'intersectionnalité, en fait elles en parlaient déjà, et elles l'ont déjà écrit dans un manifeste qu'on trouve traduit même en français sur internet, donc la Combahee River Collective, où elles décrivent déjà très bien en fait ce qu'est l'intersectionnalité pour elles. Et donc, voilà, en tant que femme noire, lesbienne, dans des situations de précarité, voilà, elle disait, je veux lutter contre les violences racistes pour, je sais pas, sauver mes enfants, surtout mes enfants. Je vais dans les collectifs antiracistes, mais je suis une femme, je me heurte au sexisme. Je vais dans les collectifs féministes à majorité de femmes blanches et je me heurte au racisme. Et en plus, en orientation sexuelle lesbienne, il y a encore des a priori, des discriminations qui s'ajoutent. Donc ça, j'aime bien, je trouve intéressant de repartir d'où ça venait en fait, avant de repartir dans vraiment ce qui a été décrit par Kimberlé Crenshaw par exemple. Donc, si je comprends bien, donc il y a un mot qui est venu se poser, mais cette réalité, elle était conscientisée et puis elle existait bien avant, en fait. Ah, complètement. Et puis là, je suis plutôt partie des années 70, mais en fait, les femmes noires en situation d'esclavage aux États-Unis, en fait, elles sont nombreuses à avoir écrit leur mémoire, et en fait, elles le décrivent déjà. Ouais. Alors, pour moi, j'ai pas de définition très académique, mais pour moi, l'intersectionnalité, c'est ce qui nous définit. Par exemple, on a une multitude d'identités. Par exemple, moi, je suis un homme noir, musulman, africain, Afrique de l'Est. Et tout ça m'amène à me dire que j'ai pas forcément les mêmes combats tout le temps, suivant dans la sphère avec laquelle je vis ou la situation dans laquelle je suis. Je pense l'exemple, par exemple, pour en parler du racisme anti-noir, je pense que les hommes noirs et les femmes noires ont une solidarité commune, mais je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs, parce qu'aujourd'hui, on a des combats différents. Les hommes, ils subissent... un homme noir est perçu comme quelqu'un de dangereux. Une femme noire va être exotisée. Je veux dire, on ne subit pas exactement le même type de racisme. Et je pense que, pour moi, l'objectif de l'intersectionnalité, ça serait déjà de nous éduquer à l'intérieur de nos propres communautés, parce qu'un homme noir peut avoir des propos sexistes envers une femme noire, un Africain peut avoir des propos xénophobes ou anti-musulmans vers un Africain musulman. Et pour moi, c'est plus quelque chose qui permet en fait de déconstruire, de dire que je ne suis pas seulement noir, j'ai plusieurs identités, et puis au final de réussir à éduquer déjà notre propre communauté là-dessus, et ensuite les autres. Merci beaucoup. Je pense que justement, on va y revenir un peu après de comment cette intersectionnalité en fait s'exprime aussi au sein des diverses communautés, puis comment elle est
comprise, prise en charge, mais juste parce que j'ai eu, je vous ai tous eu au téléphone avant, et puis Teddy, tu m'avais donné une très très bonne définition, je trouvais, pour de l'intersectionnalité en soi. Je sais pas si je vais repasser comme ça. Ouais, alors du coup, j'imagine que ça m'a parlé. J'aime bien écouter, du coup, là je vais parler, mais voilà. Et oui, enfin, en fait, pour moi, je sais plus exactement ce que j'ai dit, parce que en fait, parfois j'ai des moments de lucidité extrême où j'ai des trucs qui sont hyper pertinents et trop bien, mais dès le moment où j'essaie de les répéter, souvent ça marche pas trop. Du coup, je vais baser sur ce que je pense maintenant et ce qui me vient maintenant, et pas sur ce que j'ai imaginé dire. Je sais pas si vous avez pu me suivre ou pas, mais voilà. Et du coup, en fait, pour moi, la définition, enfin, je vais même rebondir en fait sur ce qui a pu être dit juste là maintenant. C'est qu'en fait, pour moi, quand on parle d'intersectionnalité, c'est hyper intéressant parce que du coup, justement, dans les deux discours qui ont pu être mis juste là, en fait, on parlait de différences, mais en même temps de points communs. Et en fait, je pense que pour moi, quand une personne est intersectionnelle, comme on dit, en fait, c'est qu'il y a différentes oppressions qui sont amenées et qui sont vécues d'une façon systémique au niveau de la société. C'est-à-dire que pour moi, en fait, quand on parle d'intersectionnalité, on ne parle pas forcément que d'un rapport personnel et social, mais aussi vraiment de la façon dont la personne s'inscrit dans la société et les violences ou les discriminations qu'une personne subit dans sa vie de tous les jours, en fait. Et du coup, quand on parle d'intersectionnalité, pour moi, on parle de cumulation de cette intersectionnalité. En fait, jusqu'avant ça, en fait, quand on n'en parle pas, pour moi, en fait, souvent, on a tendance à traiter ces cas de façon isolée, c'est-à-dire de traiter de racisme dans une capsule, de traiter le féminisme dans une capsule, de traiter le validisme dans une autre capsule, etc. Et j'en passe. Et pour moi, quand on parle d'intersectionnalité, on parle vraiment de la jonction, en fait, de ces oppressions. Et qu'en fait, il y a des personnes, pour moi, qui représentent cette jonction, comme en fait aussi, il y a en fait la réalité du fait que dans ces luttes-là, et d'où le fait que, pour moi, je crois aussi en une idée de convergence de lutte, en fait, dans ces luttes-là aussi, il y a des parallèles qui sont possibles et qui se voient, et même pour des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes intersections et qui n'ont pas forcément les mêmes vécus. Et pour moi, en fait, quand on parle de ça, c'est vraiment tacler les dimensions oppressives et puis se rendre compte, en fait, que ça s'inscrit dans un système et qu'en fait c'est le système lui-même qu'il faut déconstruire et démanteler. Et je pense que de mon point de vue, c'est ce que la théorie de l'intersectionnalité met hyper bien en lumière et qui fait que moi, d'abord, en fait, même le fait de ma propre vie, je ne peux pas la réfuter, je vous avoue, mais qui fait que pour moi, c'est quelque chose à mettre en avant et qui est quelque chose qui nous permettra vraiment d'avancer. Voilà. Merci. Je m'excuse d'avance, j'ai un rhume des foies, donc j'ai les yeux qui pleurent et je risque d'éternuer bientôt. Mais je trouve qu'en fait, justement, cette question de jonction de pression, elle est très intéressante et j'ai quand même eu Malik au téléphone qui peut pas être là ce soir et il m'avait interpellé sur quelque chose au téléphone parce qu'il a dit que lui, en tant que personne vivant... ouais, c'est vrai, je l'ai pas présenté. Par contre, sa bio, je sais qu'il est journaliste au Bilan, mais j'ai pas sa bio maintenant sur mon téléphone, mais je la trouverai après. Je le présenterai un peu plus en détail après. Mais en gros, il vit du coup en situation d'handicap, et puis il disait qu'il avait l'impression que parfois c'est presque comme si son handicap avait, pour le citer, mais avec un peu, pas caché son afrodescendante, mais avait un peu masqué cette réalité-là et l'handicap avait pris le dessus. Puis il disait qu'il avait presque le ressenti qu'il y a comme une espèce de hiérarchisation parfois aussi qui se fait. Et je trouvais que c'est un phénomène assez intéressant parce qu'au final, quand on parlait de d'autres catégories de personnes, des fois, effectivement, c'est cette jonction où des oppressions s'ajoutent sur une autre. Et puis parfois, est-ce qu'une forme d'oppression peut prendre le dessus sur une autre, à mon avis? Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Discrimination peut prendre l'ascendant sur un autre. Ouais. Alors, moi, je pense qu'on est dans cet état d'esprit parce qu'on est dans la société d'aujourd'hui, en fait. Je pense que le racisme prend énormément de place et que quelqu'un qui a des propos racistes sera
plus facilement condamné par la masse que quelqu'un qui a des propos contre les handicapés ou les choses comme ça. Je pense que la société, la société, enfin, je ne veux pas dire la société, mais je veux dire la majorité des gens qui créent en fait cette hiérarchisation. Mais pour ma part, je pense que quelqu'un qui fait partie d'un groupe subissant des discriminations, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse nous-mêmes reproduire ça ou nous-mêmes hiérarchiser ça en fait. Mais je pense que dans le mindset des gens, on crée cette hiérarchisation parce qu'il y a des agressions qui sont plus médiatisées, plus bankable que d'autres. Ok. Alors, je rejoins et je rejoins pas en même temps, je crois. C'est-à-dire que je pense que oui, la hiérarchisation des oppressions, c'est un danger. Et je pense que c'est un danger qui est présent dans la majorité des milieux, que ce soit les milieux militants ou les milieux extra-militants. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est clairement... Je suis d'accord sur le fait qu'en fait, justement, c'est quelque chose qui dépend de la société dans laquelle on s'inscrit. Et je pense qu'en fonction d'une société à une autre, et en fait d'une géolocalisation à une autre, en fait, on peut avoir une différence en fait au niveau de quel type d'oppression on va vouloir être mis ou hiérarchisé, même en fait en fonction des années. Après, pour moi, je pense que c'est hyper dangereux d'avoir cette approche de hiérarchisation parce qu'en fait, c'est ok, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est basé sur un besoin d'identification. C'est-à-dire qu'en fait, quand les personnes vont essayer d'avancer en fait et de pouvoir soit par le biais de la lutte, soit par le biais du partage, soit par le biais, enfin il y a différents biais de façons différentes de pouvoir expliquer les oppressions qu'une personne peut vivre. Et ben en fait je pense que justement cette dimension de hiérarchisation vient de la population dominante en fait. C'est-à-dire que la population dominante va vivre sa vie sans forcément se rendre compte qu'il y a des personnes qui vivent ci ou ça, et en fait en fonction de la lumière qui sera mise en évidence ou pas sur certaines choses, et ben ça va permettre justement que du coup on ait l'impression qu'il y a une hiérarchie alors qu'en fait il n'y en a pas, et que je pense que moi c'est un des truc qui me tacle le plus quand on parle de ce sujet-là, c'est-à-dire que moi je ne crois pas en une hiérarchie d'oppression. Je pense juste qu'il faut tacler les oppressions et essayer de trouver des solutions. Et que pour moi ça vient vraiment justement d'un besoin d'identification et de ce qui peut être compris ou non. Et en fait, ça va faire un peu comme un entonnoir. Et du coup, ça peut être autant par rapport à la société externe. Par exemple, si on parle là dans le cadre qui nous met en commun, c'est-à-dire l'afrodescendance, c'est-à-dire que par exemple au niveau du racisme, c'est-à-dire qu'il y aura une vision ou non de différents types de racisme, et ensuite après même à l'intercommunautaire, je pense que typiquement, je pense que c'est dangereux de commencer à parler de hiérarchisation entre les luttes subies par différentes personnes afrodescendantes, parce que pour moi c'est un critère de division, alors qu'en fait j'ai de la peine à y croire en fait. J'ai de la peine à y croire, j'ai de la peine à intégrer que ça soit une possibilité, mais en fait souvent quand c'est amené comme sujet, c'est vraiment plutôt lié à des frustrations et l'impression que en fait la vérité des personnes n'est pas comprise, plutôt qu'à une vraie volonté de vouloir se dissocier. Et en fait ça pour moi c'est vraiment un miroir de la société dominante et pas du tout une volonté des personnes concernées. Juste pour pas que je l'ai mal cité, je tiens à préciser que lui, il se posait justement, je pense, la question de s'il est hiérarchisé à l'extérieur, que lui le suggérait pas, juste pas que je le cite alors qu'il soit pas là et que je déforme ses mots. Mais avant qu'on aille peut-être un peu dans cette autre étape et puis qu'on parle plus des questions un peu de votre expérience et l'intersectionnalité dans la pratique, je me suis posé justement la question, là, en discutant par rapport à cette intersectionnalité, pour moi, ça met en lumière justement le fait que quand on parle de diverses personnes, il y a divers enjeux, pas par hiérarchie, mais il y a effectivement divers enjeux qui s'expriment. Et puis, je me posais la question de... Comment en fait, quand on n'a pas forcément les moyens de les quantifier, etc. Parce que quand il m'a parlé de ça, je me suis dit, en fait, on ne peut pas quantifier s'il est vraiment traité différemment au vu du fait qu'il représente une telle minorité.
comment est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si ça c'est, vous vous êtes posé la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aussi mettre en lumière potentiellement des enjeux aussi qui seraient invisibilisés par rapport à ces intersections, en fait. Je ne sais pas si ma question est claire. Comment mettre en lumière justement le fameux point dont Teddy parlait tout à l'heure, l'intersection en fait. Quand on n'a pas forcément des moyens de les quantifier, etc. Ok, alors maintenant j'ai mieux compris. C'est-à-dire qu'avant j'avais pas compris, je crois. Et je m'excuse. Mais du coup, maintenant j'ai mieux compris. Et oui, c'est-à-dire que je pense qu'en fait chaque personne est toujours le privilégié d'une autre personne. Et que je pense qu'à travers en fait sa place et je pense que c'est aussi typiquement quelque chose sur lequel pointe en fait la théorie de l'intersectionnalité. Et je pense qu'en fonction du privilège ou non que la personne elle a, et en fonction d'à quel point la personne elle peut librement avancer dans la société, et aussi faut pas oublier qu'il y a des dynamiques personnelles, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments personnels, etc. Je pense qu'une personne aura plus de prédisposition ou pas à accepter. En fait, je pense qu'il faut se décentraliser des choses. C'est-à-dire que souvent, quand on va aborder des dimensions sociétaires ou de l'injustice, on a toujours l'être humain a tendance à vouloir se centraliser et à se mettre au centre de ces luttes pour pouvoir se dire mais comment ces personnes elles se sentent, ou à quel point moi je trouve ça injuste parce que moi-même je vis ça, ou je trouve ça injuste parce que je le vis pas mais je vois que c'est injuste. Et tout ça c'est génial, mais en fait je pense que pour moi, pour pouvoir vraiment mettre en lumière, il faut pas se dire oui, moi maintenant je vis ça et du coup c'est pour ça que je peux permettre de comprendre peut-être ce que la personne vit, parce que ça c'est bien. C'est-à-dire que je pense que l'identification c'est quelque chose de fantastique, et heureusement qu'on a ça, parce que sinon je pense qu'on serait tous hyper sectionnés et pas capables de pouvoir sentir l'avoir de l'empathie. Mais je pense que ça devient hyper limitant quand ça devient la seule façon où on pense que la réalité de l'autre est valide. Parce qu'en fait, du coup, même si on peut se dire, par exemple, je sais pas, moi je vis du racisme, du coup, si cette personne-là, elle vit cette oppression-là, moi, vu que je suis opprimée, je peux comprendre. En vrai de vrai, il y a des similitudes. Mais le discours devient dangereux si ça permet plus d'entendre et d'élever la voix de la personne. Et en fait, par l'intersectionnalité, je pense qu'il faut toujours se situer dans une situation où ok, moi, il se passe ça, je vis ça, et ça me situe comme ça dans la société. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui se situent plus haut que moi? Qu'est-ce qui se passe il faut toujours adapter son discours et voir quelle place on prend par rapport aux personnes qui sont peut-être plus opprimées que nous, dans le sens où peut-être qu'elles auront une cumulation d'oppression supplémentaire. Et aussi avoir la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont moins opprimées que nous. Et pour moi, cette dimension par exemple, dans la communauté afrodescendante, moi, je dirais que, vu qu'il y a tellement de choses au niveau des classes, au niveau de plein de choses, je pense que ça vaut la peine de voir avec qui et comment on s'adresse aux autres, et à quel point on prend la place, justement, et le temps de se dire, OK, il y a clairement un truc que moi, je voulais parler pour moi, parce que, on va pas se mentir, il y a plein de gens qui sont dans cette démarche-là. C'est bien à un certain point, mais pour moi, je pense qu'il faut se décentraliser et se dire, OK, il y a un message général, il y a des types de personnes, et à quel point moi je contribue ou non à participer à invisibiliser des personnes ou non. Donc il ne faut pas partir de son expérience personnelle pour essayer de comprendre on peut réagir avec empathie, mais de ne pas essayer de comprendre, ou en tout cas de définir ces expériences-là en partant de soi-même, son expérience. Il faut donner la voix aux personnes concernées. C'est ça. C'est-à-dire que l'empathie est un outil utile, mais je pense qu'il devient dangereux quand il sublime la réalité de la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de se dire OK, cette personne elle a ce discours, et même si on peut penser, imaginer quelque chose, et même ça c'est dans la même communauté, c'est-à-dire que même par exemple une personne qui aura exactement les mêmes intersections que moi, elle va peut-être s'exprimer d'une façon où je vais pouvoir voir certaines choses et on va pouvoir partager, mais en fait la réalité c'est que on n'aura pas forcément toujours on n'est pas la même personne, et du coup on n'aura pas forcément la même vision des choses, et du coup je pense qu'on se représente toujours plus que juste soi-même. Et quand je dis décentraliser, c'est par ça que je dis, en fait, c'est vraiment se dire que en fait ça ne suffit pas pour arrêter de se remettre en question. Mais ce que je comprends, un point sur lequel justement touchait
Malik, et ce que je trouve qui est complexe, c'est que parfois on est concerné par des choses, mais qui sont même invisibles pour nous. Donc typiquement, l'exemple des violences sexuelles, vous savez pas que c'est plus prédominant chez vous ou pas, si c'est pas quelque chose qui est pris dans un groupe type. Et d'ailleurs, typiquement, je veux dire, si vous demandez à une femme afrodescendante comment est-ce que le racisme t'impacte, je pense qu'il y en a très peu qui vont réfléchir à la question de c'est vraiment quelque chose qui vient avec un espèce de regard extérieur. Et la question, c'est aussi, des fois, je me pose vraiment comment est-ce qu'on va mieux valoriser et intégrer en fait justement des personnes qui représentent certaines minorités aussi à l'intérieur de la communauté afrodescendante, et comment aussi on peut mieux identifier des choses dont elles-mêmes seraient peut-être pas forcément conscientes sur le coup. Je sais pas si Merci. Il y a Patricia Hill Collins qui est une sociologue nord-américaine qui a présenté la matrice de domination. Et en fait, je l'ai pas là en image, mais on la trouve sur Google. Ça se présente comme un cercle en fait, et puis au centre se trouvent plutôt les personnes dominantes, et puis autour les autres personnes. Elle illustre en fait les différentes oppressions possibles. Et en fait, il est possible de se placer sur ce cercle par rapport à comment on se situe. Donc il faut prendre le temps d'observer, de lire ce qui est écrit à l'intérieur de cette circonférence, et puis de chercher où est-ce qu'on se situe. Donc il y a par exemple, cette matrice-là, elle est basée plutôt aux États-Unis. Donc il y a People of Color, par exemple. Donc il faudrait bien sûr l'adapter en Suisse. Elle peut varier selon les contextes, évidemment. Mais donc par exemple, moi, si je me prenais dans ce cercle, je pourrais me mettre je suis dans People of Color, mais je suis aussi plus claire de peau. Donc c'est aussi un petit peu différent. Je suis plutôt issue de famille bourgeoise, donc je me mets, enfin voilà. En fait, en faisant cet exercice-là, en fait, par exemple, je me considère comme une personne cisgenre aussi, et en faisant cet exercice-là, en fait, je pouvais voir en fait où je me situe par rapport au centre et à la marge. Et au centre, les personnes dominantes, et à la marge, les personnes discriminées. Et j'ai l'impression que c'est un outil qui permet en fait de mettre en lumière les intersections, les discriminations, les intersections oppressives en fait. Merci beaucoup. Je sais pas si tu voulais... Non. Ok. Du coup, on va passer en fait un peu la prochaine section de notre table ronde. Maintenant qu'on est peut-être un peu rentré dans la théorie et la définition de l'intersectionnalité, moi je me demandais comment ça s'exprimait plus dans la pratique et dans vos expériences. Je vais commencer par Chantal, même si tu viens de terminer, parce que j'ai un extrait justement d'un article qui a été écrit justement par Malik. Donc, il parle d'un séjour à l'hôpital dans lequel il était. Et puis, je pense que l'extrait va parler de lui-même. Mais volontiers, si après tu veux rebondir dessus. Donc, je vais commencer. Alors, soudain, juste après le frottement des roulettes du siège du bureau sur le linoléum, aseptisé, entre parenthèses, vous êtes donc assis, votre choix, qui m'est dorénavant devenu reconnaissable à votre discret accent québécois, se détache. J'entends alors votre collègue glisser à voix basse. Mais franchement, le type a juste 21 ans, il est journaliste ou un truc comme ça, on ne peut pas lui poser une trajectomie, on va lui ôter la parole alors qu'il ne l'a pas. Alors qu'il n'a que ça. Mon cœur s'emballe, le moniteur garde-fou de mon pronostic vital aussi. Je vous vois alors arriver, au quart de tour mais serein. Ni une, ni deux, tel un ballet pantomime, minutieusement répété, le rideau s'ouvre, et dans une suite de gestes tout aussi théâtrales, vous émurez mon garde-fou, dont le silence lui aussi. C'est donc une obsession chez vous de faire taire les voix contraires. Sans m'adresser un regard, vous fermez le rideau, et si j'en estime au bruit des roulettes sur le sol, vous vous affalez à nouveau sur votre siège de bureau. Comme si la discussion ne s'était jamais arrêtée, et sans prendre le soin de baisser la voix, à quoi bon finalement,
Vous lancez à votre consoeur, ouais, tant pis pour lui, je suis ici pour sauver des vies, pas pour faire du social. Oui, il parlera très doucement, ou bien peut-être plus du tout. Non, si son accompagnement est à la cuisine et lui au salon, ils ne pourront plus communiquer. Mais tu verras que dans quelques années, quand il aura fini de geindre, il viendra me remercier. Chantal, je sais justement que tu travailles dans les soins. Respire si tu as besoin de respirer un coup. Je suis désolée, j'ai pas fait honneur à son texte qui est vraiment très très bien écrit. Mais ouais, je me demandais si tu pouvais rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose dont justement tu as mentionné cette différence aussi de traitement dans les soins médicaux. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ? Ouais, non, c'est très... C'est vrai que je me sens vachement touchée par son texte et j'ai découvert cet après-midi. J'ai lu cet après-midi, c'est très parlant de ce que je peux voir parfois dans le système de santé et des accueils, des manquements terribles en fait dont souffre le système de santé. Et justement, ce texte-là, il est vraiment d'une importance, mais déjà parce qu'on ne critique pas suffisamment le système de santé en Suisse, mais du point de vue des patients, des patientes X, par rapport à la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Et ça démarre au niveau de la formation, en fait. Donc, par exemple, moi, j'ai eu zéro cours, en fait, au sujet des discriminations racistes, la transphobie, la lesbophobie, l'homophobie et des personnes en situation de handicap. Bien sûr, on est formé pour la prise en charge des personnes en situation de handicap, mais du point de vue en fait du dominant dans la santé. Donc en tant que soignante X, on est quand même en situation de supériorité par rapport à la personne qui a besoin de soins. Et en fait, on va de nouveau décider à leur place qu'est-ce qu'ils ont besoin en fait. Et ce que décrit Malik, c'est vraiment exactement ça, c'est que quelqu'un a décidé qu'on allait lui poser une trachéotomie et que même si ça allait lui faire perdre toute raison de vivre. Et surtout que là, il y a un autre professionnel de la santé qui intervient en disant attends, mais ce qu'on va faire, ça va vraiment lui ôter une des dernières choses qui lui reste, en fait. Et puis, c'est la parole, donc on parle quand même de quelque chose d'une importance, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions ? En fait, on va aller dans la facilité parce qu'on a appris que dans la santé, on a appris à aller dans la facilité et que pour les personnes dominantes, en fait. Donc, des personnes qui sont considérées comme valides, blanches, voilà. Parce que c'est ce qu'on apprend dans les formations et c'est ce qui est facile, en fait. Et on ne va pas chercher à se poser plus de questions. Et en fait, je trouve que le système de santé en Suisse, il manque vraiment de formation en ce sens et puis de prise de connaissance, en fait, vraiment de cette violence-là. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent de ce texte. Il y a de la violence hospitalière, soignante, il y a énormément de choses. Et en plus, comme le système de santé n'a encore pas vraiment ouvert la porte un peu aller remuer un petit peu tout ce qui ne va pas bien, parce que je pense par exemple à MeToo, le mouvement MeToo a fait beaucoup de choses, mais dans la santé, ça reste encore assez comme ça, il ne faut pas trop aller remuer et tout, pourtant il y a des choses. Et puis c'est un système qui est aussi très hiérarchisé, donc quand on est aide-soignant, aide-soignante X, ou femme de ménage, homme de ménage, face à un chirurgien, une chirurgienne X, en fait, c'est pas un cliché, c'est une réalité, notre parole, elle vaut vraiment beaucoup moins, c'est la réalité. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à changer à ce niveau-là. Je pourrais en parler des heures, en fait. Mais... Moi, ce qui m'a frappée dans cet extrait, après, je te passe la parole, Teddy, parce que je vois que tu hoches la tête, c'est la partie de « je fais pas du social ». Parce qu'au final, je pense que quand on est en train de discuter de la question de nos droits, on n'est pas en train de demander à survivre, on est en train de demander à vivre, tout simplement. Et du coup, au final, si. Pourquoi est-ce qu'on voudrait des soins si ce n'est pour être ce qu'on est et du coup, on fait, à mon avis, c'est du social. Et du coup, ça m'a frappé même le concept de croire que le but d'un aide-soignant, c'est presque de voir le corps ou la personne comme une espèce de machine et puis il faut juste qu'elle fonctionne
et qu'elle respire et c'est tout. Et ouais, donc du coup, ce passage, effectivement, je l'ai trouvé très, très pertinent à ce niveau-là. Mais je vais te passer la parole, Teddy, parce que j'ai vu que... Ouais, bah du coup moi ça m'a pas mal fait hocher ce que t'as pu, enfin hocher la tête justement ce que t'as pu dire, juste parce que bah rien que même enfin il y a toute la dimension sociale justement du fait que qui pense à faire les études de formation et à quel point les personnes peuvent avoir accès à une formation ou pas qui soit axée à prendre en charge les personnes qui se retrouveront en face d'LE. Mais il y a aussi même juste une dimension physiologique aussi qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire que personnellement je suis en bachelor en biomédecine à l'université de Fribourg et je vous avoue que tous mes cours de physiologie sont basés sur le corps d'un homme cis blanc de 75 kilos et c'est à partir de ça qu'on fait toutes nos valeurs physiologiques pour tous les calculs, toutes les simulations, tout ce qu'on fait. Non mais littéralement, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans tous les cours, c'est basé sur ce corps-là. Et pour moi, ça en dit gros quand même aussi. Parce que, en fait, c'est déjà de base, même dans la façon d'approcher, la façon de penser, c'est-à-dire que là, on va juste même s'intéresser à comment les cellules vont marcher, etc. On va souvent... en fait, rien que, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire ah oui, mais c'est du social, techniquement, c'est forcément biaisé. Là, même dans une pensée qui se veut purement scientifique et physiologique et qui se dit dépourvue de tout biaisement possible, blablabla, et en fait, la réalité, c'est que moi, là, en cours, c'est la seule chose que je vois. Et en fait, ça, c'est quand même quelque chose qui va avoir des répercussions énormes. Et du coup, si ça, c'est au niveau physiologique, au niveau social, la prise en charge sociale qui s'accompagne après avec, c'est comme tu l'as dit avant, c'est encore inimaginable. Et puis, pour moi, c'est quelque chose de hyper important à dire parce que, en fait, dans ce cas-là, dans cet ordre-là, en fait, s'il y a une personne qui peut avoir une santé fragile ou des dimensions de handicap qui fait que c'est une personne qui va fréquenter facilement des institutions publiques de santé ou même privées, ça change rien. Et en fait, elle va se retrouver forcément avec un traitement biaisé. Et que ça soit de sa prise en charge physiologique à sa prise en charge sociale. Et ça, c'est clair. Et c'est pour ça que je voulais juste rebondir là-dessus, quoi. Ouais. Non, c'est très intéressant. Et puis, même, je pense que ça a été démontré moult fois que du coup, il y a même en termes scientifiques, entre guillemets, et pas juste dans la prise en charge, il y a eu beaucoup de problématiques au niveau médical, parce que ça prenait pas du tout en compte d'autres corps, d'autres réalités, etc. Je sais pas si Faisal t'aurais... Ouais. Juste une chose là-dessus. Moi, je pense qu'il y a aussi un rapport sociologique dans le sens où que ce soit dans le système des soins ou même dans la majorité des services de l'État, les gens qui font partie d'un groupe dominant se permettent de prendre une posture qui est différente quand ils parlent à quelqu'un qu'eux estiment en dessous, en fait. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner des hommes et des femmes somaliennes chez le médecin, par exemple, pour traduire. Ce que je fais, c'est que je les laisse parler, et puis s'ils n'arrivent pas, à ce moment-là, j'interviens. Donc au début, je parle pas, je dis juste bonjour, le médecin ne sait pas. Et le fait que cette femme-là parle pas un français soutenu, et qui ne sait pas que moi j'ai grandi là, il se permet en fait d'adopter une posture avec laquelle il ne serait jamais permis de me parler, en fait. C'est qu'il se dit, ces gens-là, il n'y aura pas forcément des répercussions, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, les possibilités de le rapporter, de le dénoncer, de faire quelque chose qui irait à son encontre. Donc il y a aussi cette partie où, quand ils pensent qu'ils ont l'ascendant sur quelqu'un, ils se permettent en fait des postures avec lesquelles ils ne se permettraient pas. En fait, s'ils ont quelqu'un, ils auraient peur des... Mais ça c'est quelque chose que moi je retrouve vraiment dans l'éducation, dans les services publics, à la police, dans les services dans de toutes soins. Les institutions. Quoi. Exactement, c'est quelque chose que je retrouve vraiment partout. Non, mais c'est très intéressant, et justement quand on va plus dans une dimension, parce que d'intersection, quand on pense à des personnes par exemple qui sont étrangères, ou même juste le fait d'avoir un accent, tout d'un coup la réalité elle change. J'ai une amie qui est suisse mais qui vient du Tessin, et du coup elle a un accent tessinois, mais vu qu'elle est afrodescendante, tout d'un coup ça peut vite être interprété comme quelque chose d'autre, et le rapport change tout de suite. Mais ce que
aussi vraiment la question des fois que je me pose, est-ce que c'est vraiment une réaction qui est conscientisée ou c'est une espèce de norme qui s'installe parce que même on le voit des fois avec tout d'un coup le ton change, pas juste d'être pris de haut, mais même on vous parle un peu comme si vous êtes stupide, comme si vous comprenez pas les enjeux, même en termes de quand vous vous expliquez votre niveau de douleur par exemple, c'est pas pris en charge du tout de la même manière, vos antécédents par exemple médicaux sont peut-être pas du tout pris en compte ou réfléchis à ce moment-là. Je sais pas si c'est conscient ou pas, mais en tout cas la réalité c'est que c'est là, et je pense que c'est conscient et inconscient en même temps. C'est-à-dire que je pense que la conscience pour moi c'est le fait de pas se remettre en question, et l'inconscient c'est de pas forcément avoir une responsabilité sur le fait que c'était inscrit en nous. Mais je pense que par contre on peut ensuite avoir une responsabilité sur le fait de décider de participer ou pas à jouer le jeu et à continuer à perpétuer ce genre de choses. Et c'est vrai que en fait ça a des conséquences drastiques sur la vie des personnes et même sur les poses de diagnostic. Enfin ça j'ai pu le suivre de façon même directe dans ma vie personnelle. Quand on est une personne afrodescendante et qu'on se présente aux soins, si on a une maladie, on va forcément penser que c'est un truc tropical. C'est-à-dire que moi, j'ai dû faire des examens pendant 6 mois pour prouver, alors que la dernière fois que j'avais été, du coup, je suis originaire de Rwanda. La dernière fois que j'étais allée au Rwanda, c'était 2 ans auparavant. Hein. J'ai dû faire des examens qui ont coûté, mais j'ose même pas à savoir combien ça coûtait. Pour pouvoir prouver que c'était pas une maladie tropicale, pour ensuite je change de médecin, puis qui me disent mais je comprends pas pourquoi la personne est partie dans ces délires. Mais en fait, et ça c'est des biais qui ont des conséquences. Et en fait, oui, techniquement c'est peut-être inconscient, mais je pense que le luxe de ne pas se reposer la question et puis de continuer à faire ça chez une personne pendant 6 mois, la possibilité que moi par exemple j'étais une personne, j'avais peut-être 14 ans, ma mère qui en fait est une personne issue d'immigration, qui en fait du coup ne savait pas que c'était pas normal qu'en fait une personne s'acharne dans son délire comme ça personnel, puis qu'en fait je pense que tout ça, par contre, ça peut être changé parce qu'en fait, ça s'inscrit dans le système de nomination. C'est-à-dire que oui, pour moi, là, on tacle dans quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, en fait, on ne sait même pas. C'est-à-dire que autant il y a moi-même, à ce moment-là, quand je le vivais, je ne pensais pas que c'était pas normal. C'est-à-dire que j'étais juste là, mais c'est bizarre. Mais je me dis pas, c'est pour ça. Mais après, c'est une fois qu'on revient un peu en arrière dessus, qu'on se rend compte. Et je pense que maintenant, avec la société actuelle qu'on a, je pense que c'est de l'impertinence de se prétendre incapable de se remettre en question et de dire qu'il n'y a pas les ressources pour pouvoir faire mieux. Je pense que c'est juste que le regard a été décidé de continuer dans une autre direction, mais que je pense qu'actuellement, c'est se borner que de ne pas vouloir changer les choses, parce qu'en fait les ressources sont là, les personnes sont là, il y a des personnes qui sont formées, il y a énormément de choses. En fait il faut juste choisir d'investir dans ces directions-là, quoi. Et je pense d'où l'important en fait justement comme tu mentionnes des ressources et de mettre en place en fait des réponses institutionnelles, parce que typiquement dans certains pays, par exemple au Royaume-Uni, etc., soit avec la police ou avec beaucoup d'institutions médicales, etc., il y a une réelle, ça fait partie de la formation d'être sensibilisé à ces questions-là, et il y a toute une liste aussi de procédures qui sont censées être mises en place, mais qui au moins empêchent certaines choses de déraper. Typiquement, avec la question des violences policières, pendant longtemps, la police n'était pas armée et gérer de la criminalité qui est bien plus complexe que celle que l'on verrait à Lausanne ou à Vevey. Et du coup, effectivement, d'avoir des réponses beaucoup plus institutionnelles et non individuelles. Je ne sais pas si vous aurez même des suggestions ou des idées par rapport à vos expériences. Là-dessus, moi je pense qu'il faut faire attention, c'est que pour moi, j'habite à la Chaux-de-Fonds, du coup je vais parler pour le canton de Neuchâtel, c'est qu'on met des choses en place de manière théorique. Par exemple, dans la formation à l'école de police, des aspirants policiers, il y a tout un cours sur la lutte contre les discriminations, pour éviter qu'ils reproduisent certains schémas. Après, le problème, c'est que leur livre il est écrit par un ancien policier blanc qui ne connaît pas vraiment. Et moi, j'ai déjà parlé avec le capitaine qui gère cette école-là. J'ai vu leur dossier. On a l'impression que voilà, ils ont cherché quelqu'un pour écrire un ouvrage. Ils ont pris celui qui avait un ami noir ou un voisin, et puis ils lui ont dit ok, écris-nous un document. Et puis ils ont aussi des cours, des interventions. Il y a des gens qui les amènent pour essayer de les déconstruire. Et ça, franchement, j'étais choqué quand j'ai appris ça dans leur cursus. Avant, c'était 1 année, maintenant, c'est 2 ans, leur cursus.
C'était dans leur cursus d'une année pour lutter contre les discriminations. Ils avaient 4 heures où ils invitaient des personnes faisant partie de différentes communautés pour leur dire, regardez, ça se passe bien. Et c'est ça. Alors oui, il faut mettre des choses en place. Après, je pense qu'il y a un point qui est très essentiel pour moi, c'est qu'il ne faut pas éduquer que les gens, il faut éduquer les éducants. Qui donne le message, c'est très important. Parce qu'on peut mettre de belles choses en place en théorie, mais si c'est quelqu'un qui n'est même pas déconstruit, comment on voulait qu'il l'instruise en fait? Ouais, je voulais juste rajouter un petit commentaire et après je te passe la parole. C'est que ce que tu viens de dire me fait très rire. Et d'ailleurs, il y a une réaction, on est quel jour, le 10 mars, le 8 mars. En France, il y a eu un peu une réaction similaire parce qu'il y a eu un tweet, je ne sais plus si c'était la police nationale française, mais c'était pour adresser par rapport au fait que c'était la journée internationale des droits de la femme. Et ils ont sorti un tweet où en fait, ils ont remercié que des mecs cis blancs qui ont du coup pris la parole et dans les mouvements féminisme apparemment. Et pour moi, en fait, c'est la même illustration, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, si quand on veut tacler un sujet, on prend pas la peine de mettre en avant la parole des personnes concernées, je pense qu'on est forcément dans une approche biaisée, en fait, parce que du coup, on se situe par rapport à soi-même et pas par rapport aux besoins réels des personnes qui avancent. Et je pense que je crois qu'il n'y a pas un meilleur exemple que celui-là. Et ce que tu viens de dire, et du coup, moi, ça m'a fait assez marrer. Parce qu'en fait, c'est tout le temps le cas. Enfin, c'est quelque chose d'assez répétitif. Ouais, puis dans cet exemple-là, je me demande aussi, en fait, parce qu'il y a les personnes qui ne sont pas conscientes encore, mais que je suis aussi d'accord, c'est vraiment encore de l'impertinence de ne pas mettre les moyens pour comprendre et faire changer les choses. Et des fois, dans l'exemple du tweet, moi, je me suis demandé si c'était pas consciemment fait exprès au bout d'un moment, parce que la police, je sais plus qui a exactement fait le tweet, si c'était le responsable de la police ou si c'était pas directement Darmanin, qui est le responsable, le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est leur responsable, et qui lui défend à fond sa police en France là depuis plusieurs mois. Et même quand la police française, c'est clair qu'elle a commis des violences, c'est filmé, c'est non, il les défend à fond. Et des fois, moi, je me heurte vraiment, en fait, je sais pas, éduquons les personnes qui éduquent, c'est clair, mais elles sont aussi inscrites dans un système, dans une institution, en fait. Et moi, quand j'essaye de monter un petit peu plus haut, je me heurte vraiment à les personnes qui sont, vers qui je peux aller le plus haut, mais qui représentent l'institution. Et là, ça bloque vraiment, en fait. Et j'ai pas de solution, là. Mais est-ce que c'est justement pour ça? Parce que de nouveau, quand on parle des éducateurs ou éducatrices, des fois, j'ai presque l'impression que de nouveau, on tombe sur des individus. Puis c'est pas des solutions comme des solutions de sensibilisation. C'est quand même des sensibilisations, c'est quand même complexe. Je trouve que justement, c'est beaucoup plus intéressant de regarder peut-être des procédures ou typiquement même des quotas. C'est quelque chose qui fait très, très, très peur dans le monde francophone. Mais même des quotas, ça change beaucoup parce que, par exemple, ce qui se passe sinon, c'est qu'on dit, OK, on va avoir de la représentation, puis on prend un policier noir. Puis du coup, vous êtes le seul policier noir dans la police. Déjà, ça crée en fait une pression en plus, souvent déjà pour la personne, l'individu, pour devoir s'intégrer et puis pour prouver qu'à tout prix, il n'est pas en train de favoriser les noirs. Enfin, c'est un peu ça l'idée qui après ressort. Et du coup, c'est pas du tout. En fait, ça fait totalement l'effet contraire ou l'effet inverse parfois. Mais c'est ça dans plein de domaines. Donc, est-ce que les réponses, c'est pas aussi. C'est vraiment institutionnel, mais d'être entre guillemets, forcé à mettre certaines barrières en place. Et puis surtout quand il s'agit des personnes concernées, parce que je vous rejoins totalement sur le fait que même sans citer, mais même dans des institutions publiques en Suisse en charge du racisme, vous avez une personne afrodescendante sur 22 employés. Et vous vous retrouvez là à vous dire, ouais. Donc je pense que, est-ce que la solution, c'est pas aussi déjà de commencer par là, d'avoir vraiment des mesures en fait qui sont beaucoup plus drastiques entre guillemets, mais qui imposent le changement. Après, on est aussi en Suisse, on a quelques outils démocratiques et moi j'encourage vraiment en fait la population en général, en fait les personnes en général, en fait à faire des propositions en fait pour qui les concernent en fait il y a le système du vote pour les personnes qui ont accès à ce droit. Mais par exemple, je pense qu'il y a une association des droits des patients, des patientes X qui existe en Suisse.
Et en fait, c'est une possibilité de dire, ben voilà, moi j'ai été soumis à ça, je veux plus, et puis je saisis mon association, enfin voilà. Et donc, en fait, voilà, moi souvent je vois quand, enfin, mon employeur en tout cas, que je vais pas citer, en tout cas, il déteste quand les patientiques se plaignent, et quand ça remonte aussi un peu dans les médias. Ils détestent ça, vraiment. Et moi, j'encourage vraiment à le faire, quoi, franchement. À aller se saisir des outils qu'on a. Ma foi, on a les réseaux sociaux, ça marche très bien. Et en fait, à faire entendre sa voix par les moyens qui nous sont possibles, en fait, qui nous sont accessibles. Et donc, voilà, réseaux sociaux, le vote, les initiatives, voilà, les associations. Ouais, enfin, moi, enfin, et même ce qui t'a choqué certaines personnes, enfin... Quand, par exemple, le titre de la programmation, c'est « Alors, on n'a plus votre temps », c'est qu'en fait, c'est très explicite. Ça veut dire, comment dire, on ne peut plus attendre que les personnes daignent teindre l'oreille et puis être là « Oui, mais qu'est-ce que vous avez à dire ? C'est très gentil, c'est très poli, c'est très machin. » En fait, la réalité, c'est que pour moi, ça veut... Enfin, c'est une expression que j'utilise souvent, en fait. J'ai pas ce time. En fait, j'ai plus le temps d'être dans une dimension où j'attends forcément qu'on m'octroie des droits. Et en fait, je pense qu'en tant que personne qui peut vivre des dépressions, c'est peut-être... une des réalités qui devient le plus difficile parce que même quand on décide en fait de revendiquer nos droits, et ben on nous les donne même pas. Non mais c'est-à-dire qu'en fait ça devient quelque chose qui est très fort et du coup je pense que oui justement faut tacler avec les moyens qu'on a et que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les associations. Moi je crois vraiment aux moyens de lutte à plusieurs fronts. Et qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule solution, en fait. Je pense que c'est pas possible qu'il n'y en ait qu'une. S'il n'y en avait qu'une, bah, ça serait magique et magnifique et on l'aurait déjà utilisé, je pense. Enfin, quoique peut-être pas, parce qu'en fait, il y a aussi un truc qu'il faut se dire, c'est que comment dire, les investissements et les ressources, c'est quelque chose qui a beaucoup de poids et qu'en fait, malheureusement, c'est ce qui va tacler ou pas de à quel point quelque chose est une priorité et qu'en fait, quand on met des ressources dans quelque chose, et ben, c'est souvent comme ça qu'il y a des solutions miracles qui se font. Parce que, là, d'un seul coup, il y a la possibilité de créer un projet et que ça fonctionne. Et je pense que, ouais, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important et c'est un peu la question. C'est-à-dire que j'ai pas forcément la réponse sur vraiment une solution type, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Et puis qu'à sa propre échelle, de toute façon, chaque personne au niveau individu peut déjà essayer de se positionner, justement, et d'essayer de trouver un peu un moyen dans sa vie de tous les jours, voir l'impact que chaque personne a. Mais ensuite de ça, ben, je pense que, ouais, faut y aller, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Moi, dans ma vie quotidienne, c'est une phrase que j'utilise souvent. Idéologiquement, ça se fait pas de le dire. Mais je dis que j'ai pas le temps d'éduquer des adultes. Franchement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas que ça à faire. Et moi, concrètement, je te rejoins, c'est exactement ce qu'on fait dans le canton de Neuchâtel. C'est un petit canton. Les responsables des services d'État, leurs chefs, c'est les conseillers d'État qu'on a élus. Et donc, ce que je fais souvent, c'est quand il y a un problème avec quelqu'un de la communauté qui a subi quelque chose, ils viennent vers nous, on documente et on envoie à tout le monde. C'est-à-dire qu'on les met face à leurs responsabilités et personne ne va risquer sa place pour son subordonné, en fait. C'est qu'à un moment donné, ils prennent des actions parce qu'ils savent que nous, ce qu'on attend, c'est positionnez-vous, en fait. On leur tord la main, on leur dit soit vous allez dans notre sens, soit vous n'allez pas dans notre sens, ça sera documenté. On a une grande communauté, pas seulement africaine, mais étrangère, qui est très proche dans le canton de Neuchâtel. Et donc, ça leur permet de les faire aller dans ton sens. Parce que moi, je crois pas beaucoup à l'humanité, quelqu'un qui ferait les choses pour les bonnes raisons. Et je pense que si on les oblige pas, ça marche pas. Et franchement, j'ai pas le temps de mener un combat idéologique sur 20 ans. C'est que ça a un impact réel tous les jours. J'ai des jeunes qui ont des problèmes pour des places d'apprentissage ou dans leurs études, des problèmes avec la police. Ils seront impactés demain ou dans une semaine. J'ai pas le temps d'éduquer les adultes et j'aime beaucoup cette phrase. Ouais, et je pense qu'en fait, c'est une phrase qui nous fait rire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est une personne concernée, eh ben, ça nous fait rigoler. Parce qu'en fait, on sait exactement de quoi on parle. En fait, on n'a plus le temps d'être... même, par exemple, là, je vais me poser, je vais prendre moi, c'est assez marrant parce que depuis que je suis jeune, j'ai maîtrisé l'art du paragouinage, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je sais très bien parler d'une façon à me faire comprendre pour que ça plaise et caresser dans le sens du poil, mais pouvoir quand même dire ce que j'ai à dire. Et c'est très beau, mais en fait, ça nous demande énormément d'énergie. Et en fait, si une personne, elle doit faire ça du matin à 8h quand elle se réveille jusqu'à 18h, non seulement pour
pour elle-même et en plus avoir le facteur de représentation de toute la communauté des personnes qui la suivent derrière, de ce que les personnes identifient comme étant ou part de sa communauté quand elles se baladent dans la rue, et ben en fait on peut pas avancer comme ça. Et en fait je pense que c'est quelque chose qui a vraiment refréné et qui a pu qui peut amener en fait à dépenser une énergie monstre. Et je pense que s'il y a des personnes qui ont cette énergie, moi je les salue, hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que moi c'est plus trop mon cas. Je crois que, et pourtant j'ai 24 ans, hein, je m'estime encore assez jeune, mais je suis déjà épuisée. du coup je pense que c'est assez démonstratif, quoi. Et du coup je te remercie d'avoir donné cet exemple parce que pour moi c'était hyper explicite en fait. Après, je pense que c'est intéressant parce que ça montre aussi des fois les problématiques qu'on a dans l'activisme en soi, où on passe par différentes phases. D'abord, on passe dans une volonté souvent de vouloir intégrer tout le monde. On va faire comprendre à tout le monde ce qu'on vit, puis tout d'un coup, on est un peu confronté aux barrières en fait de ça. Et puis c'est vrai, on passe aussi par du coup différentes émotions. Puis après, il y a aussi les priorités sur entre guillemets sur le terrain, mais il y a les priorités à mettre en avant. Je trouve que je lis dans la phrase justement, on n'a pas votre temps. Ça insinue aussi que d'autres personnes ont beaucoup plus de temps pour intégrer ces questions-là, chose que clairement on n'a pas. Et puis après, mais je pense que c'est quand même aussi une vraie question, c'est qu'il faut quand même certaines personnes qui font la jonction et qui arrivent à quand même pouvoir sensibiliser entre guillemets, mais aussi éduquer, quoi. Et à mon avis aussi, pour moi, c'est très important que ces personnes soient plus des alliés de plus en plus, que ce soit pas forcément que des personnes concernées, parce que ça n'a jamais le même impact en fait au final. C'est ça qui est assez frappant. Mais pour juste revenir, une dernière question en fait, d'abord juste pour la question pratique, parce que tu as mentionné la question des ressources que je trouve intéressante. J'étais il y a quelques jours à une table ronde et puis Brigitte Lemoignot, qui était la première avocate noire de Suisse, avait interpellé un conseiller fédéral qui avait dit que, je crois, la ville de Genève accorde 50 000 francs, un truc comme ça, pour les luttes contre le racisme anti-noir. Il était très fier de le dire. Puis elle a dit juste 50 000 francs, c'est pas assez. Et c'est vrai, on va faire quoi avec 50 000 francs et du coup, c'est une vraie question que j'aurais. Vous avez quoi, parce que vous êtes tous actifs dans des associations, niveau de ressources, ça se passe comment? Voilà. On n'a rien, on a même moins que rien, en fait. Parce qu'en fait, on part... on n'a pas le temps. Et en fait, on est nous, dans notre collectif, il y a plusieurs mamans, en fait, aussi. Ouais. Genre déjà, juste être maman en Suisse, c'est... voilà. Je pense que vous savez tout... Enfin, je suis pas maman, mais voilà, c'est déjà un travail énorme, en fait. Et donc, on doit trouver vraiment du temps encore pour mener à bien nos actions, etc. Donc, on est parti de zéro, en fait. Et c'est juste qu'on a, nous, en fait, notre énergie, notre santé, nos moyens financiers à nous, qu'on met, en fait, dans notre collectif. Après, il y a des événements comme celui de ce soir où on reçoit un petit peu d'argent. donc voilà, mais c'est pas assez. Et en fait, il faut donner aussi plus de moyens à la culture aussi, pour qu'on puisse aussi rétribuer correctement. Parce que là, c'est vraiment les événements dans lesquels on nous a invités. Parfois, c'était déjà, souvent, c'est même pas rémunéré. Ouais. On nous demande de venir comme ça, de faire du travail gratuit comme ça. Mais là, on commence à s'organiser parce qu'on est plusieurs collectifs afroféministes en Suisse. Et on commence à s'appeler en disant telle institution t'a appelé? Oui. Moi, j'ai dit non si jamais, parce que c'est zéro. Donc, si jamais ils vont t'appeler, nanana. Et on commence à s'organiser. Hein, donc, faut arrêter de faire ça, quoi. Faut nous rémunérer parce qu'on fait du vrai travail. Et donc voilà, mais je sais aussi qu'il y a des lieux comme les bibliothèques où il y a encore peu de moyens en fait financiers qui sont donnés. Donc les personnes qui sont décideuses en fait, faut donner plus de moyens, plus d'argent. Et on est en Suisse, donc on a l'argent. Il y a de l'argent dans ce pays. donc on peut trouver. Il faut nous donner en fait. Enfin voilà. Alors moi c'est zéro.
Après, moi, c'est aussi une question de... je sais pas me faire rémunérer. J'essaie d'apprendre à tous mes jeunes que tout travail mérite un salaire. Moi, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à demander quelque chose à quelqu'un. Je sais pas, j'arrive pas. Et après, même, il y a un service de l'État qui s'appelle le COSME, qui nous a proposé de nous rémunérer, mais il fallait mettre en place un projet et ils nous donnent de l'argent. Après, nous, c'est vraiment beaucoup des jeunes qui viennent quand ils ont un problème, quand ils ont besoin d'aide. On n'a pas forcément de spot. Du coup, ils viennent, on va boire un café, ils nous expliquent leurs problèmes, je leur fais une lettre ou ce qu'ils ont besoin, je leur envoie. Donc, en vrai, même pas la force de faire un projet. Et puis surtout, nous, cet argent-là, on n'a pas d'idée de quoi en faire pour l'instant parce qu'on n'en a pas besoin. On veut pas se payer nous-mêmes. Mais ça joue beaucoup parce que je sais pas demander. En fait. Ok, moi j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ouais, déjà, la réalité sur le fait qu'il y a de l'argent, ça je pense que oui. Et moi-même, je m'en rends pas compte. C'est-à-dire que j'ai beaucoup cette démarche où justement, pour moi, j'avais l'impression d'avoir le privilège de pouvoir justement avoir accès à certains milieux et du coup de pouvoir avoir accès à certaines conversations et de pouvoir avoir aussi la possibilité de m'exprimer d'une certaine façon qui pouvait justement amener à certaines choses. Et du coup, je m'étais dit non, c'est vrai que la rémunération par rapport à certaines dimensions, c'est est-ce que c'est vraiment la peine ou pas. Même quand par exemple on met des formations en place pour le personnel, est-ce qu'il faut être rémunéré ou pas. Et je pense que c'est une question difficile parce que du coup, justement, il faudrait avoir cette espèce de mérite à se dire qu'on fait tout ce travail gratuitement. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus parce que en fait, il faut savoir que déjà, on s'inscrit dans un monde capitaliste. Donc en fait, l'argent, il est au centre de tout. Et en fait, l'argent est au centre de tout et je vais expliquer pourquoi il est au centre de tout, selon moi. C'est qu'en fait, déjà, ces bénévoles, c'est qui ? C'est-à-dire que si, par exemple, nous, maintenant, on prend notre temps, moi, j'ai du coup pas mal participé à différentes sphères activistes, en fait, et à différents milieux militants. Et en fait, on se rend compte que, il y a un type de personne qui va être plus prédominant que d'autres en fonction des milieux, nanana, et en fait, la réalité, c'est que le bénévolat, c'est un luxe de personnes privilégiées. En fait, plus on vit dans une situation précaire et plus on s'inscrit du coup, en fait, et vu qu'il y a ce miroir entre la précarité et le fait de vivre une multitude d'intersections, et en fait, le bénévolat, c'est vraiment une possibilité de personnes privilégiées. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est que si on se pose là-dessus, en fonction de qui est une personne, elle aura des différences au niveau salarial, au niveau du traitement à l'emploi, du traitement à l'embauche. C'est-à-dire que si par exemple, quand on va rentrer dans un job, on a déjà l'impression qu'on doit prouver le fait que, par miracle, on a réussi à avoir le job, donc on va pas oser négocier son salaire. Donc peut-être qu'en fait, pendant 10 ans, on va être payé clairement moins que nos collègues sans le savoir. Mais par contre, on va devoir travailler beaucoup plus pour pouvoir garder notre place au travail. Et puis à côté de ça, quand même, du coup, on a la bonté de vouloir avoir une vie sociale, parce que c'est quand même quelque chose que pour moi, c'est pas un luxe, en fait, c'est censé être aussi considéré comme quelque chose de valide et de réel. Mais en fait, non, on va pas l'avoir, parce que du coup, à ce moment-là, on doit faire bouger les choses, et du coup, on va participer à ces associations, participer à toutes ces choses. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui est très, très important pour moi de mettre en avant, c'est que du coup, il y a toutes ces dimensions monétaires et budgétaires, mais en fait, une personne est pas censée... et justement, là, pour moi, c'est quelque chose qui tackle beaucoup, c'est aussi cette image de la personne opprimée résiliente. En fait, oui, quand on vit certaines oppressions, on est obligé d'avoir une certaine forme de résilience à un moment donné, parce qu'en fait, on est obligé de pouvoir avancer. Mais en fait, c'est pas parce que les personnes, elles ont la résilience que c'est facile. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent confondu. Et en fait, c'est pas parce que là, même maintenant, on a la possibilité de pouvoir parler qu'en fait, ça nous a pas pris du temps et ça nous prendra pas même encore plus de temps dans quelques années pour réaliser en fait qui on est en tant que personne, comment on a accès au fait d'avoir la parole ou pas. Et en fait, tout ça, pour moi, oui, c'est quelque chose qui doit être rémunéré dans le sens où moi, quand je vois des personnes qui me ressemblent ou quand je vois des personnes issues de l'immigration, en fait, moi, là, typiquement, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même une différence et que rien que même au niveau de la charge mentale, en fait, ça peut rendre à des prédispositions ou pas
à par exemple avoir des burn-out, des choses comme ça. En fait, le fait de devoir gérer autant de choses dans sa vie, c'est mignon, mais en fait, c'est pas tout à fait toujours possible. Et du coup, oui, pour moi, ça demande une rémunération parce qu'en fait, par exemple, si une personne est hyper active au niveau bénévolat, exactement, comment dire ça comme ça pour l'instant, en fait, comment cette personne est censée s'alimenter, comment cette personne est censée continuer à avancer. Et en fait, je pense qu'à ce niveau-là, il y a des dissonances et que oui, pour moi, à ce moment-là, la rémunération, elle est importante. Et en fait, le fait de financer des projets, c'est leur donner le moyen de pouvoir vivre. Et qu'en fait, là maintenant, il y a des personnes, il y a des ressources, il y a des associations qui veulent faire des choses. Et la seule chose qui leur manque, c'est justement aussi un budget et un fonds. Mais pour moi, non. Enfin, je dirais pas que par principe, que forcément la rémunération c'est la clé. Mais en fait, je pense qu'il faut arrêter de penser que c'est pas nécessaire en fait. Je pense qu'il faut redescendre et se dire que en fait, il est nécessaire de rémunérer les personnes pour le travail qu'elles fournissent parce que oui, c'est une charge mentale et c'est un travail. En fait, c'est quelque chose qui est fourni. Et du coup, c'est quelque chose que j'apprends encore moi-même à accepter, hein, parce que je dis ça et j'ai l'air hyper convaincue, hyper sûre, trop bien, nanana. Mais moi, j'ai trop de la peine à accepter et à faire en sorte qu'on me rémunère pour ce que je fais. Mais en même temps, c'est une réalité, en fait. Et je pense que ça tackle parce qu'en fait, la réalité, c'est que moi, par exemple, en tant que personne noire et trans, le monde du travail, pour moi, est une horreur. C'est-à-dire que, en fait, quand je me présente dans mes jobs, même mes jobs d'étudiant alimentaire, c'est pas fun. Et du coup, en plus de ça, à côté, je rentre avec cette charge mentale-là où je me suis fait mégenrer toute la journée et j'ai subi du racisme au travail dans mon job d'étudiant. À côté, je fais mes études. En plus, après, je fais du bénévolat à côté, mais en fait, je suis pas censée devoir demander de l'argent. Mais après, quand même, il faut que je sois capable d'avoir 8 heures de sommeil dans la nuit. Genre, non, mais en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il faut un peu réaliser que c'est nécessaire, quoi. Et puis, tu as parlé de capitalisme, mais je trouve intéressant parce qu'au final, c'est toute une économie qui se construit autour du travail gratuit de populations qui ont le plus besoin et qui, à la base, déjà, sont souvent surreprésentées dans les classes sociales à bas revenus. Et effectivement, il y a ce côté aussi même individuel de quand on veut prendre... on a enfin un endroit où potentiellement pour avoir de la place, on se sent valorisé. Donc, on met aussi peut-être un peu l'argent de côté, parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait a du sens. Puis effectivement, ça tourne dans quelque chose qui peut vite être exploitateur. Et puis en fait, plus les personnes elles sont dans des situations précaires, moins elles ont accès à certains milieux. C'est-à-dire que même par exemple justement dans une dimension associative, on a voulu peut-être parfois contacter certaines personnes. Et en fait, on voit que c'est toujours le même profil de personnes qui sont souvent obligées à quitter un projet. Pourquoi ces personnes-là qui quittent un projet? C'est parce qu'en fait, elles ont déjà tellement de charges en fait, pour pouvoir juste avoir le bénéfice d'avoir les utilitaires de vie de base. Et plus une personne elle va s'inscrire en fait, dans justement une intersection ou dans une situation de vie, en fait, de survie, presque, je dirais, même à certains levels de personnes, parce que pour certaines personnes, c'est le cas. Et ben en fait, plus en fait, elle va être amenée à devoir quitter un projet. Et du coup, en fait, ça a quoi comme impact? Ça a comme impact en fait que la réalité de ces personnes parfois n'est pas prise en compte du coup dans les démarches de lutte, etc. Et puis on revient un peu, c'est le serpent qui se mange la queue. Et on revient avec ce qu'on se disait au début, c'est comment est-ce qu'on inclut les personnes les plus vulnérables en fait à l'intérieur des populations qui sont mises en avant. Et en fait, je pense que rien que leur donner le luxe d'avoir le temps de se poser et de se réfléchir et d'avoir la disponibilité de pouvoir prendre de la place, et ben c'est déjà quelque chose. Et je pense qu'à travers ça, il faut réaliser que ça vient justement aussi par rapport au financement. C'est-à-dire que moi, je vois typiquement que même dans les discussions qu'on fait, etc., y a une population qui est souvent absente et c'est typiquement, en fait, par exemple, rien qu'un truc, c'est que par exemple les femmes noires d'un certain âge, en fait, elles sont rarement présentes parce qu'en fait, elles ont souvent une famille à charge, elles ont énormément de choses à faire. Et ça, je le vis par exemple même en voyant ma propre mère. En fait, c'est qu'en fait, elle a pas le temps. Enfin, elle pourrait pas avoir le temps de venir ici et puis commencer à discuter avec nous et puis être là. Oui, c'est très bien. En fait, c'est parce que elle est dans il y a certaines personnes dans leur vie et ça, c'est elles peuvent pas se permettre d'avoir ces dimensions-là dans leur vie parce qu'en fait, elles ont pas le choix parce qu'elles sont dans une dimension de survie et que malheureusement, on est dans un monde capitalisme où la survie est aussi liée à des dimensions financières. Et juste pour rebondir aussi sur la question de l'intersectionnalité, parce que je trouve intéressant, même quand on va dans la démarche des levées de fonds, c'est que c'est même compliqué. Donc, il y a un service pour le racisme, mais les hauteur des fonds, on va aller dans les détails, mais la hauteur des fonds maximale est de 20 000 francs. Et si vous voulez aller lever plus de fonds, tout d'un coup, il faut rentrer en fait, dans une certaine catégorie qui inclut
déjà pas la question du racisme en soi. Donc, faut laisser tomber l'idée d'une intersectionnalité du racisme avec quelque chose d'autre. Alors là, c'est vraiment dans d'autres sphères. Mais ça, déjà, au niveau institutionnel, c'est une énorme barrière. Parce que, par exemple, même si on veut lever des fonds pour la question du racisme, directement, il faut que ça rentre dans la migration et dans des projets d'intégration. Donc, si vous n'êtes pas là-dedans, c'est compliqué. Et puis, typiquement, si votre but, c'est quand même de toucher la question de la migration, mais qu'il y a une autre dimension, ce ne sera pas forcément pris en compte, etc. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de regarder les barrières de lever fonds en termes d'intersectionnalité. Du coup, en termes de temps, on va passer juste à un peu à la dernière phase de cette discussion. La question un peu des solutions, justement, et de l'après. Juste pour rebondir sur un point dans lequel on n'avait pas forcément eu le temps de vraiment rentrer dedans, c'est la question peut-être à l'intérieur de la communauté. Et puis aussi, potentiellement, justement, des discriminations, même qu'il y aurait à l'intérieur de la communauté aussi, et de la prise en compte de ça. Je ne sais pas, est-ce que tu veux peut-être rebondir, parce que tu avais lancé le sujet au tout début? Non, mais alors quand on parle d'intersectionnalité, on a aussi ce concept où dans nos propres sphères où on est censé être safe, on l'est pas forcément. Moi, j'étais tombé sur un débat avec des afrodescendants et moi, je suis noir et musulman. Donc eux, ils considéraient que les noirs musulmans étaient des traîtres. Donc, on se retrouve des fois même agressé en fait dans nos propres sphères, dans le sens où l'islam c'est une religion arabophone, c'est pas une religion qui est africaine. Donc même dans nos propres sphères, je pense qu'il est important de nous éduquer. Après, on a comme partout des gens qui sont juste négatifs, mais je pense que quand on parle de déconstruction, je pense que même dans nos propres sphères, il est important en fait d'inclure tout le monde. Moi, je pars du principe que je l'avais dit au début, mais quelqu'un qui souffre de discrimination, j'arrive pas à concevoir qu'il puisse répéter ce même schéma, en fait. C'est qu'à partir du moment où on l'a subi, on sait ce qu'on ressent, on sait ce que ça fait. Je comprends pas qu'on puisse le répéter sur une autre catégorie. Et je pense que, parce qu'en fait, au final, ça a été fait pendant longtemps, même quand on pense à des mouvements qui ont été typiquement l'apartheid, par exemple. Je sais que beaucoup de femmes noires avaient choisi la question du féminisme vs le racisme, avait mis de côté l'égalité, l'équité avec les hommes, parce que c'était un peu cause perdue si elles voulaient lutter contre le racisme. Mais aujourd'hui, un truc que je trouve, par exemple, très pertinent, que moi j'ai beaucoup vu, c'est la question de l'homophobie, qui est quand même très 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 présente. Et je trouve que c'est aussi, ça devient des fois à double tranchant, parce que c'est comment est-ce qu'on ne présente pas encore plus de stigma autour de la communauté afrodescendante, et puis comment est-ce que quand même on intègre ces sujets qui sont parfois même perçus en fait par certaines sphères de la communauté comme des problèmes entre guillemets de blanc, quoi. Donc, si tu fais partie de la communauté LGBTQ, du coup, t'es plutôt dans cette catégorie, en fait, qui est pas afrodescendante. Et du coup, comment... Ouais, je pense que t'as dit, tu peux rebondir là-dessus. Alors oui, je vais rebondir là-dessus. J'ai pris des petites notes. Mais pour moi, t'as dit quelque chose qui m'a réveillée, c'était le fait d'inclure, justement, comment le fait, enfin, justement, pour toi, c'était hyper important d'inclure les personnes, en fait, et que tu comprenais pas comment, en fait, des personnes subissant des oppressions puissent ne pas inclure d'autres personnes. Et en fait, je pense que, pour moi, ça de nouveau, ça a fait écho à ce que j'ai pu dire au début. C'est-à-dire que pour moi, il y a clairement cette dimension de l'œil du dominant où, en fait, les personnes opprimées peuvent parfois tellement rentrer dans une dimension de justification, parce qu'en fait, leur réalité n'est pas comprise et n'est pas perçue, qu'en fait, du coup, par rapport à ça, ça va être là, non, mais écoutez-moi, regardez, je vis ça. Et en fait, en vivant ça, tu te dis, ah non, mais je peux pas aussi commencer à mettre en avant les personnes qui vivent ça mais qui me ressemblent, parce qu'en fait il y a pas la place, parce qu'il faut déjà qu'on m'écoute moi. Et je pense que ça, c'est un phénomène qui peut amener justement la dissociation, et qui pour moi est en fait parfois, en fait, et ça vient clairement des populations dominantes, hein. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est interne aux populations opprimées, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Après,
encore une fois, comme je l'ai dit avant, pour moi, c'est vraiment la notion de réaliser ses privilèges et de se décentraliser. Et quand je dis se décentraliser, c'est vraiment arrêter de penser qu'on est au centre de tout. Je pense que c'est quelque chose auquel moi, j'ai été amenée à être forcée. J'ai été forcée de vivre ça. C'est-à-dire que voilà, je suis une personne noire, je suis une personne transgenre. Et en fait, à travers ça, j'ai dû intégrer des milieux de lutte qui, en fait, où je croyais énormément en fait en ce qu'ils disaient, mais en fait je luttais pour des personnes qui allaient jamais lutter pour moi. C'est-à-dire qu'en fait je luttais dans une dimension où, par exemple, même quand je m'inscris dans des dimensions antiracistes, je sais très bien que la plupart des personnes avec qui je vais parler parfois ont peut-être même du mépris en fait pour ma réalité et qui je suis en tant que personne et comment je m'inscris en tant que personne dans ma vie. Est-ce que pour autant je dois arrêter de m'inscrire là-dedans? Non. Est-ce que ça fait que je suis plus fatiguée? Oui. Mais après, je pense que justement, il faut se décentraliser et voir en fait jusqu'à où on avance. Et je pense que l'humilité, pour ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Avoir la notion de ses privilèges, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je réalise que je suis une personne privilégiée en fait parce que j'ai justement la possibilité de pouvoir tacler certaines choses. J'ai des situations et des choses dans ma vie qui ont fait que je puisse être amène maintenant de vivre certaines choses et de pouvoir les transmettre. Par exemple, même par le fait même que je sois une personne transmasculine et que je sois pas une personne transféminine, il y a énormément de différences. Je pense que la solution vient par le fait d'arrêter d'être gêné et de donner de la place aux personnes qu'on estime plus opprimées que moi. Et quand moi je vois un sens dans les choses, c'est que moi j'avance pour les personnes qui... Et j'ai envie de lutter pour les personnes les plus opprimées, en fait. C'est-à-dire que ça soit moi ou pas, en fait, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, genre... Il y a cette dimension de centralisation qui est pour moi hyper intense et hyper importante à mettre en avant et qui évite aussi d'avoir l'impression qu'on représente tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, je vous ai parlé, c'était mignon, mais en fait, je me représente que moi-même. Ce que je pense, c'est moi. Et du coup, même si y a des choses qui ont pu être percutantes ou des choses qui peuvent être en corrélation avec d'autres personnes qui peuvent vivre des choses qui sont similaires à les miennes, en fait, je ne représente que moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on perd dans une dimension d'oppression. C'est qu'on a... En fait, c'est tellement déshumanisant qu'on perd le droit à l'individualité. Et en fait, l'individualité, c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être soi-même et de revendiquer des choses pour soi-même. Et en fait, du coup, à travers ça, en fait, on va se confondre soi-même et aux autres. Et c'est là, en fait, justement, où, pour moi, dans ce genre de dynamique-là, on peut avoir ce type de dimension où on dit là, ah oui, non, mais en fait, ok, ben là, en fait, on va lutter pour le droit des Noirs, mais en même temps, on peut pas lutter pour tout. Enfin, voilà. Ou, ah non, mais etc., etc. Et en fait, ouais, j'avoue que moi, j'ai été forcée à avoir un regard un peu sage par rapport à ça, mais en même temps, je pense que c'est facile d'avoir de la colère, d'avoir de la frustration. Et je sais pas exactement comment tacler ça. Je sais pas exactement comment tacler ça parce que c'est vrai qu'aussi, par exemple, typiquement, j'aurais plus de tolérance pour les personnes afrodescendantes qui auraient de la peine avec ma queerness et ma transidentité qu'avec des personnes blanches, hein, pour être honnête. Juste parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aussi, je vois d'où ces personnes elles viennent. Je vois ce que ces personnes elles ont vécu. Je vois en fait que en fait, à travers aussi les oppressions et le vécu de cette personne justement qui est déjà épuisée mentalement, en fait, elle peut avoir la possibilité ou non d'avoir accès à certaines lectures, de se remettre en question, etc. Et en fait, l'accès à la culture, l'accès à la rhétorique, l'accès à la déconstruction, c'est aussi un privilège. Et du coup, je pense qu'il faut... c'est quelque chose qu'il faut tacler et qu'il faut mettre en lumière. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en lumière et qui... pour moi, est au centre de cette question, en fait. Mais je trouve justement, en représentant des associations, on a une responsabilité, pour moi, qui est du coup beaucoup plus importante et élevée à ce niveau-là. Et vraiment, comment on intègre, pas seulement juste en se remettant en question et puis en écoutant, mais aussi comment on intègre vraiment concrètement dans la mise en pratique, dans ces questions d'intersectionnalité, quoi. Parce que même des fois, elles clashent. Et ça peut être une grosse question. Typiquement, moi aussi, une énorme partie de la famille de côté de mon papa, donc, est musulmane et puis issue de la migration. Et puis, il y a une grosse différence entre, je sais pas, moi et certains de mes cousins qui ont grandi en Suisse et d'autres qui arrivent tout juste de leur pays d'origine et qui juste... Déjà l'idée du racisme, pour eux, ils se disent, mais
elle est folle. C'est pas du tout quelque chose qui peut. Donc la question c'est aussi comment est-ce qu'on intègre aussi cette diversité très concrètement, mais aussi sans finir dans un truc où au final on est 4 à se comprendre là-dedans et qu'on puisse quand même plus, intégrer au maximum la communauté sans au final dénigrer tous les combats qui en font partie en fait. Je sais pas si... De nouveau, moi je regrette qu'on n'ait pas la petite matrice de domination de Patricia Hill Collins, mais en fait, c'est ce que je me répète un peu, mais ce qui Teddy a déjà dit aussi, c'est de décentraliser en fait et d'observer où on se situe sur cette matrice de domination en fait, et de regarder qui sont les personnes qui sont autour de nous, où est-ce qu'elles se situent. Et dans une perspective plus pratico-pratique, par exemple, si on veut organiser un événement. On va essayer de se poser la question. Par exemple, moi, au début, je me disais, mais en fait, on ne vient pas à nos événements. Pourquoi elles ne viennent pas ? En fait, parce qu'elles sont mamans et moi, je n'ai pas d'enfants. Donc, je ne me rendais peut-être pas forcément compte de certaines réalités. Et donc, pour être maman et venir à un événement, il faut trouver une babysitter, il faut avoir l'argent pour la payer, etc. etc. Donc, moi, j'essaie de me dire, quand il y a des événements, est-ce que c'est accessible pour un maximum de personnes qui ne me ressemblent pas ? Donc, est-ce qu'on a prévu du babysitting ? Est-ce que c'est accessible pour des personnes en chaise, par exemple ? Est-ce qu'il y aura une traduction en langage des signes, française, par exemple ? Est-ce qu'en fait, mon discours, il va parler à d'autres gens ? Ok, si c'est sur le thème du racisme, peut-être tout le monde aura la peau noire, on va se comprendre, mais est-ce que ça va parler à des personnes qui sont issues de la migration, etc. Et évidemment, c'est encore difficile de mettre en place un événement où on arrive à respecter toutes ces conditions-là, parce que de nouveau, on n'a pas de moyens, et qu'il y a beaucoup d'endroits publics qui ne sont pas accessibles pour en chaises roulantes, par exemple. Mais il faut qu'on mette ces questions-là sur la table, et que même si on n'arrive pas, on l'écrive, par exemple, dans l'événement, on dit l'événement n'est pas accessible pour les personnes en chaise, on n'a pas pu. Parce que déjà, juste le fait de l'écrire, ça montre qu'on y a pensé et qu'on essaye de mettre des moyens en place. Et même si nous, on n'a pas réussi ce soir-là, peut-être les autres personnes vont dire « Ah, il y avait cet événement-là, peut-être que nous, on arrive avec en chaise, etc. » Et tac, 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 et tac, tac, tac. Et de nouveau, en partant, je pense, de cette matrice de domination et de regarder où sont les personnes. Et on n'est pas le centre du monde, en fait, de regarder où sont les personnes autour de nous qui ont d'autres problématiques. Je pense que c'est vraiment une solution en fait, que je trouve pratico-pratique. Je sais pas. Une autre remarque que j'aurais, c'est que par exemple, typiquement, au tout début, des fois, quand certaines choses sont mises en place par rapport aux communautés afrodescendantes, même quand c'était des personnes afrodescendantes qui organisaient, on se retrouvait avec zéro représentation. Même quand c'était ouvert, c'est une vraie problématique dans la communication. J'avais même eu au tout début, quand dans les développements de Safro, on a essayé de trouver des personnes pour en faire partie. Je crois qu'il y a 20 personnes blanches qui se sont proposées, 0 qui étaient afrodescendantes. Donc, c'était assez fou. Donc, du coup, c'était tout un travail pour les trouver. Après, à force aussi, il y a un réseau qui se construit, etc. Et du coup, je me demande à quel point parfois aussi ça se fait avec certaines minorités. Est-ce qu'il suffit vraiment d'accessibilité, mais comment est-ce qu'on peut vraiment l'encourager? Je trouve que la matrice, par contre, si tu pourrais le partager après volontiers, je trouve que c'est intéressant, mais je sais pas si je pense qu'il faut aussi aller chercher ces personnes en fait, il faut aller au contact. Je pense que c'est très intéressant ce que tu fais aussi, je pense que tu auras plus à en dire, mais en fait de pas rester en fait confortablement chez soi aussi, mais d'aller prendre son bâton de pèlerin et puis d'aller rencontrer les personnes. Donc parfois on sait même pas du tout, mais au coin de notre rue il y a une association de personnes érythréennes qui se rencontrent, je sais pas, le dimanche, et voilà, pourquoi pas aller les rencontrer et passer un dimanche avec elles et puis discuter en fait. Voilà, aller demander, en fait, demander si on peut une fois assister à une rencontre de personnes, je sais pas, en situation de handicap qui discutent entre elles et les écouter en fait. Qu'est-ce qu'elles ont à dire et qu'est-ce qu'elles ont besoin. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça aussi. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis, mais je pense qu'il y a aussi le côté, là, tu as parlé quand nous, on organise des événements.
Moi, je pense qu'il y a aussi le concept que tu avais dit au tout début, je crois, dans la première partie, c'est la convergence des luttes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose que nous, on devrait faire beaucoup plus, dans le sens où, quand il y a des luttes voilà, qui ne s'adressent pas forcément à nous, moi, je pense qu'il est un peu de notre devoir, quand on fait partie d'associations ou voilà, qu'on fait partie de mouvements, je pense qu'il est de notre devoir de s'inscrire en tant qu'allié dans ces causes-là. C'est-à-dire de donner ce que tu peux en tant qu'allié, pas devenir l'acteur principal, d'être devant puis de te mettre sur la photo. Mais voilà, nous, ce qu'on fait, concrètement, on repartage pas mal sur les réseaux sociaux, on fait de la pub pour toutes les personnes qui nous demandent. On en parle autour de nous, on assiste à des événements, mais vraiment en spectateur. On s'intègre pas plus parce que des gens, enfin moi, j'ai pas la force personnellement. Mais je pense que c'est quelque chose d'hyper important de se dire, c'est pas parce que ça ne nous concerne pas personnellement que ça va pas faire avancer spécialement notre cas, que ça ne nous regarde pas. Et je pense que pour moi, c'est un concept qui est hyper important et je pense qu'on devrait mettre beaucoup plus l'accent, nous qui travaillons un peu dans ces milieux-là, sur ça. Et voilà, c'est pas parce qu'on se définit pas totalement dans cette minorité-là qu'on n'a pas des objectifs communs ou un but commun et qu'on peut pas aider en fait. Et je pense que ça rejoint justement un point que les associations afrodescendantes ne sont pas du tout assez connectées, ne communiquent pas du tout assez, qu'il n'y a aucun système de fédération aussi pour ces associations, parce qu'effectivement, il y a besoin aussi des fois que chacun puisse avoir aussi son safe space aussi. Par rapport à des problématiques qui sont communes, mais il y a aussi besoin de pouvoir des fois se réunir en fait. Mais tant qu'il n'y a pas de représentant pour, je sais pas, une association qui représente une certaine cause, ça devient très compliqué parce que du coup, on cherche dans les individus et puis c'est aussi une énorme pression sur les individus. Comme tu as dit, avant tu as dit, tu es fatigué, mais c'est ça aussi, c'est que là même dans les questions raciales où tu racontes bien la porte-parole pour tout et des fois des trucs qui ne nous concernent pas du tout, mais c'est un exemple, mais je trouve qu'il est très parlant. J'étais censée parler des activités de Safro, puis c'était pour une chaîne télé, et à 20 minutes de l'intervention, on m'a dit « Ah, mais en fait, on va parler d'esclavage ». Du coup, je me suis retrouvée à devoir parler... Et c'est typiquement ce genre de situation où tout est mélangé et c'est complètement et ça je pense que c'est aussi important qu'on puisse mieux se définir en fait dans cette question d'intersectionnalité. Je pense que s'il y a quelque chose qui ressort beaucoup là-dedans aussi, c'est de pouvoir les définir et avoir des personnes de référence en fait pour chacun de ces éléments. Ouais, c'est ça, parce que pour moi, je pense qu'il faudrait fonctionner un peu en dream team. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que chaque personne et chaque démographique, en fait, a aussi ses forces. Et typiquement, là, si on parle que de la communauté afrodescendante, je pense que chaque personne a justement ses capacités. Et que, en fait, par le fait même que... pour moi, c'est logique en soi, en quelque sorte, que ça soit dismantelé pour l'instant, puis qu'on n'ait pas réussi encore à avoir les ressources pour pouvoir trouver cette solution. C'est qu'en fait, aussi, justement, l'exemple que tu viens de donner, moi, ça m'est arrivé plein de fois. C'est-à-dire qu'on me demande d'un seul coup de parler de quelque chose, puis d'un seul coup, je suis censée être l'expert d'une dimension afrodescendante qui s'est passée quelque part quand moi, j'étais même pas née. Et puis, je suis censée pouvoir tout dire. Et puis, il y a une pression, en fait, au fait que forcément, je deviens expert par rapport à ça. Puis après, c'est hyper marrant parce que du coup, il y a une personne à côté de moi qui sera une personne blanche et cis qui va pouvoir avoir ce discours-là parce qu'en fait, cette personne, du coup, elle a lu. Moi, il y a certains trucs, j'ai pas besoin de les lire, en fait, je les vis. Donc, j'ai parti du principe que quand j'arrive à avoir le temps, je vous avoue, ça me fait super du bien. Mais en fait, il y a des fois, j'ai pas le temps. Enfin, comme pour des raisons qu'on a pu expliquer avant, en fait, parfois, on n'a pas le temps de faire des trucs. Et du coup, je pense que à l'interne de nos communautés, il y a différentes forces, il y a différentes choses, et qu'en fait justement les mettre en avant, je pense que c'est quelque chose d'important. Se définir soi-même et en fait ne pas avoir la prétention de représenter tout le monde. C'est-à-dire que justement ce que je viens de dire avant, pour moi c'est hyper important. C'est-à-dire que si maintenant il y a une personne ici qui pense que je représente tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes trans noires que vous rencontrez dans votre vie, moi j'ai envie de crier non, parce que franchement c'est un poids que je veux pas. C'est-à-dire que c'est et encore une fois pour moi ça c'est le droit à l'identification personnelle. Enfin bref, je vais pas retourner là-dessus, mais voilà. Et du coup, par rapport à la possibilité ou non... C'est quoi la question déjà? Je sais plus.
C'était la question. Enfin, c'est pas, même pas forcément ouais. Comment intégrer les personnes, les différentes intersections au sein même de la communauté afrodescendante. Je pense que, en fait, pour moi, l'idéal, c'est en fait déjà d'inviter les gens, mais justement avec respect. Et puis justement, quand on invite les gens aussi, éviter. Il y a ce problème de pression. C'est-à-dire que d'avoir. Du coup, on t'a invité, donc maintenant tu te gères. Et puis du coup, tu as toute la pression de devoir tout gérer. Mais justement, enfin, se relayer entre nous, je pense que c'est important. Et puis avoir l'humilité de ne pas savoir. Et avoir aussi l'humilité de réaliser qu'en fait, la personne ne peut ne pas vouloir te faire de la pédagogie, en fait. Et je pense que ça vient dans les deux sens. C'est-à-dire que je pense que ça vient autant de la responsabilité de faire l'effort de soi-même, de rechercher, autant aussi de réaliser que c'est bien d'avoir les personnes concernées, mais en fait, elles ne peuvent pas commencer à être ton encyclopédie personnelle. Et puis, dans les deux sens, ça avance comme ça. Et puis qu'en fait, même si du coup, il y aura des personnes... Enfin, il y a pour moi aussi une autre dimension de prise de risque. C'est-à-dire que même si du coup, en fait, il y a des personnes qui, par exemple, moi, on m'invite à un événement. C'est un événement avec d'autres personnes afrodescendantes, que je sais que je suis la seule personne queer qui sera là et peut-être ça peut me mettre en danger pour certaines choses. Si moi, dans la démarche dans laquelle on me contacte, en fait, on me prévient. On me dit, OK, il y a ça qui se passe. Nous, c'était important pour nous, peut-être, de mettre ça et d'en avant. Puis en fait, on trouvait ça pertinent de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui soient là, que on a vu ton profil, machin, mais qu'en plus, OK, il faut qu'on te prévienne. Il y a des risques de ça, parce qu'on ne sait pas. En fait, moi, mon approche par rapport à ça, c'est, je me dis, OK, du coup, là maintenant, est-ce que moi, en ce moment, j'ai l'énergie ou pas de venir parler avec des personnes qui pourront peut-être avoir des propos qui peuvent me mettre en danger, qui peuvent peut-être avoir un impact directement sur moi, sur ma santé mentale ou pas. Il y a des moments dans ma vie, j'arrive. Et ça, je pense que c'est des moments qu'il faut saluer et je pense que c'est bien, etc. Mais il y a des moments où j'arrive pas. Et je pense qu'en fait, le fait de justement, comme tu disais avant, de penser à des choses très techniques et très basiques, en fait, c'est vraiment se baser sur le matériel de OK, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut être un besoin pour pouvoir inviter certains types de personnes. Et du coup, typiquement, quand tu as une population de personnes qui sont des parents, puis qu'en fait, justement, tu te dis, il faudrait peut-être avoir un endroit pour pouvoir garder des enfants, en fait, ça, c'est quelque chose de pratique qui fait qu'il y a peut-être plus de ces personnes qui vont venir. OK, peut-être que en disant les pronoms au début, en fait, ça fait que ça peut remettre cette personne en sécurité. OK, on va faire ça. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment... je pense qu'on a tendance aussi parfois, et moi je le fais très bien, à baragouiner justement et à parler pas mal de théories, mais se reposer la question sur les besoins pratiques qu'on peut mettre en place pour que certaines personnes aient accès, typiquement comme la traduction et énormément de choses comme ça, quoi. Et encore une fois, malheureusement c'est des choses qui demandent des ressources. Et il faut aussi justement, et ça j'ai très bien aimé ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait quand malheureusement on essaye, parce que quand on essaie de faire ces événements, c'est quelque chose de compliqué. Si par exemple on a tout voulu, on a essayé au maximum et que en fait c'était pas possible, et en fait c'est quand même bien de le citer. C'est-à-dire que voilà, en fait là par exemple ce soir on voulait inviter une personne, elle est pas là, malheureusement ça va pas jouer. Ou alors là en fait on voulait avoir une salle accessible en chaise-roulante, ça n'a pas marché. OK, en fait on le notifie et on le prévient et on dit que la prochaine fois on essaie de faire mieux, parce que peut-être qu'à partir de là, il y a peut-être une personne qui connaîtra une salle juste à côté qui pourra avoir cet accès. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut essayer d'avancer, quoi. Totalement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir. Et puis merci pour ces interventions. Je pense que ça a été très riche. On a couvert beaucoup de sujets. Et puis voilà, bonne soirée. Merci beaucoup.